Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui on va parler de Sylvester Stallone, de la punition chez les chimpanzés, de Jésus et de Jean-Dominique Michel. Générique. La guerre, cette idée idiote. La guerre, elle est tellement temporelle qu'on pourrait presque pour cette raison la dire païenne, justement. Contrairement à ce que disait Nicolas Gomez Davila quand il disait que les idées idiotes sont intemporelles et que chaque génération les réinvente. Autrefois, les affrontements étaient codifiés, régis par un vaste ensemble de règles et de conventions implicites. Now, I know that for a lot of you Americans this is your first parlay, but there are rules in modern warfare. We're not dumb beasts, right? Now, since you've taken 2 volleys, we will take 2 volleys, and then you may return fire. You're in effect losing a turn, right? Hey! Hey! Now you know the rules! I've just explained them to you! This battle's barely even started yet, and I'm down to only a handful of men. You're doing very poorly in this war, I might say. Now, we will take 3 volleys, and I do believe we should be allowed the privilege to move forward 5 meters because of your willful violation. Oh! Oh! Who took a shot at the CO? You took a shot at the... Reprimand that man! Reprimand that man! I will file a very important... Nous sommes passés des guerres anciennes qui nécessitaient un champ de bataille physique à une guerre cognitive 5.0, dématérialisée. Engoncés dans la camisole médiatique de la société du spectacle, beaucoup peinent à réaliser le nombre d'individus réellement tombés au combat. C'est fait pour. Qu'un soldat s'écroule ne pose pas vraiment de questions. Son râle, son sang qui lui sort par la bouche ou par les oreilles, tout ceci évoque bel et bien l'irruption du réel au sens lacanien. Cela reste palpable, notre système nerveux le comprend, le sent, même un animal le saisit aisément. Mais oui, c'est clair. Les conflits modernes, eux, visent à neutraliser par des frappes chirurgicales les propriétés émergentes de l'être humain, c'est-à-dire son néocortex. Si vous attaquez son corps, son limbisme, vous serez alors détecté. Il faut donc procéder autrement, et ça marche. Le nombre de guerres civiles a ainsi été divisé par 2 depuis 1990. Est-ce que les années 90, c'était mieux? En connaissant les cibles, mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes, il devient possible de les manipuler à loisir. En leur offrant l'illusion de l'interactivité, il devient alors possible de les faire sombrer dans ce que Zizek appelle l'interpassivité, c'est-à-dire une forme d'hypnose dans laquelle la vie, le réel, est vécu par procuration. Souvenez-vous par exemple des rires enregistrés dans les sitcoms. Et si ça vous fait perdre 1 ou 2 garçons, il vous en restera toujours bien assez. Ces rires qui vous dispensaient du fait même d'éprouver, qui induisaient les moments où sourire par mimétisme contagieux. Regardez les élections, ou les ONG qui prétendent sauver le monde, nous déchargeant ainsi d'avoir à prendre notre responsabilité et d'agir dans la matière. Autrefois d'ailleurs, on faisait de même avec les pleureuses qui larmoyaient lors des enterrements, permettant aux hommes de rester stoïques et de conserver bonne figure. Cette interpassivité permet d'aliéner l'individu, de le couper petit à petit de son monde intérieur, le rendant moins singulier, plus prévisible, plus programmable, c'est un des principaux intérêts, nous y reviendrons, mais aussi moins aimant, moins empathique. Ainsi, la période Covid a vu nombre de nos frères tomber sur le champ d'honneur 5.0. Pour beaucoup, la pression était trop forte et alors que nous amenions divers éléments robustes, sourcés, ils nous tournèrent le dos. Non, non, pas mes compagnons. Pourquoi nous tournent-ils le dos? Ce sont des citoyens, n'oubliez pas qu'ils sont morts, et surtout ne les touchez pas, sinon vous deviendriez comme eux. Mais alors me direz-vous, à quoi reconnaît-on un système nerveux qui a succombé à son incapacité à prendre du feedback, à intégrer une nouvelle information qui plus est dissonante? Ça veut dire que les lobes frontaux sont partis en vacances très loin. Déjà en 1958, ça ne date pas d'hier, Ed Jones et Rika Kohler mettaient en évidence comment chacun retenait plus facilement les arguments caressant notre limbisme dans le sens du poil. L'inverse semble vrai également, et nous oublions plus facilement les informations qui ne nous arrangent pas au niveau émotionnel.
En 2003, Geoffroy Cohen et Donald Green montrent que l'apparence prime sur le fond des idées. C'est Lee D. Ross qui montra d'ailleurs qu'une idée pro-palestinienne suggérée par un Israélien était globalement refusée et vice-versa. Là où une idée ne servant pas la cause mais proposée par quelqu'un de chez nous était plus souvent acceptée. Je me marre. Bref, pour qui connaît ces leviers, il est aisé de réduire toute réflexion à une forme de manichéisme limbique de type pro versus anti, schmuckphobe versus schmuckphile, etc., etc. En fait, c'est une forme de clivage de l'objet, clivage qui est lié à la promotion médiatique constante d'une forme de perversion. Capitalisme. Attention au passage sur le plan sémantique, il m'arrive parfois de critiquer le capitalisme dans une perspective lacanienne, lui-même d'ailleurs étant un fin lecteur de Marx. Pour autant, je vous parle à côté, en parallèle, d'anarcho-capitalisme. En fait, je différencie bien le capitalisme amoral, sans éthique, hautement critiquable, que certains appellent néolibéralisme, du capitalisme pur, à la Hoppe, qui lui ne pose a priori aucun problème. Comme on le sait depuis Wittgenstein, la sémantique est souvent trompeuse, et beaucoup confondent présence de capitalisme et absence d'éthique, je l'ai déjà dit sur la chaîne, attribuant au premier les affres du second. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Ce type de tentative de destruction comme ça du sens d'un mot, le résumant la plupart du temps à une seule de ses acceptions possibles, et réduisant donc la réflexion à peau de chagrin et à des réflexions limbiques, est ce que Satz appelle un sémanticide. Et c'est malheureusement très très fréquent. Ainsi, les sociétés de contrôle numérique modernes jouent sur les 3 leviers essentiels d'aliénation. Les 3 T. Les 3 D, excusez-moi. Débilité, dépendance, terreur. Dread en anglais. Analysons-les ensemble. La débilité consiste en la production d'une caste de ragotins créant un inframonde médiatique de pseudo-experts. Les fameux intellectuels de plateau que nous avons vus se succéder au cours de ces dernières années, comme autant de mignons à Matignon. Bon, ils se substituent petit à petit dans l'imaginaire collectif aux réels sachants, parce que savoir et montrer qu'on sait, ce sont 2 compétences bien distinctes. C'est important d'en être conscient. De sorte à contrôler l'accès aux connaissances du peuple, tout en lui donnant l'illusion que celui-ci a un accès minimum au savoir. En vérité, on l'orientera vers ce qu'on le veut qu'il pense, ce que les spin doctors appellent, par euphémisme hypnotique, le social learning. Mais les amis, la connerie, ça ne s'explique pas, il faut des exemples. Et on observera tout de même par effet de récurrence que ces exemples ont quand même très souvent un corps de lâche, l'expert de plateau préférant penser le monde, n'est-ce pas, sans jamais s'y frotter réellement. Que les libertariens, je vais pas juste mettre Elon Musk, hein, les libertariens, c'est des gens qui pensent que la liberté, c'est une liberté sans limite. C'est une liberté sans limite. Non! Non, c'est factuellement faux. Bon, je passe sur le fait que Musk serait libertarien comme moi je suis circoncis, et je vais me concentrer sur l'élément principal. Dans la théorie libertarienne, bordel de zmouf, il y a une limite, ça s'appelle le droit naturel d'autrui. Hein. Il est donc factuellement erroné de dire que le libertarianisme serait sans limite, puisqu'il y a cette limite que je viens juste dénoncer. Ça va, le raisonnement est pas trop compliqué à comprendre? Donc non content de ne pas avoir eu le courage, voire la virilité intellectuelle d'étudier plus de 2 minutes son sujet... Tu crois que c'est du respect, ça ? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Cet expert de plateau se présente comme donnant de l'information, alors que de facto, il est en train là de générer de la désinformation. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. On retrouvera la même erreur chez France Culture, malheureusement, mais également chez les gens du hacking social. Ils n'ont pas été en capacité d'intégrer la nouvelle information, alors que mon argumentaire se plaçait du point de vue de leur propre axiomatique. C'est archétypalement des gens qui sont tombés sur les champs de bataille 5.0. Les personnes qui ont travaillé sur le nudge, notamment, j'ai plus le nom en tête, mais qui parlaient de paternalisme libertarien, ce genre de choses. De
paternalisme libertarien. On n'essentialise pas la pensée de l'autre en la travestissant. Après que Milei, qui n'est pas libertarien non plus d'ailleurs, ait popularisé en revanche le terme, la camisole médiatique va s'efforcer de le discréditer pour maintenir l'hypnose en place, de sorte qu'elle ne bouge plus et qu'on ne touche plus à rien. Donc, grande débilité, dépendance à présent. Comme disait Edgar Morin, le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué, le problème est que vous avez été juste assez éduqué pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause ce qu'on vous a dit. Quand on éduque des gosses, on leur explique la plupart du temps des choses telles que, ben voilà, Emmanuel Macron est le président de la République française, le président est élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans, et au bout de 5 ans, il sera purement et simplement remplacé par quelqu'un d'autre. Finito. Et s'il fait un peu de physique, on lui expliquera aussi qu'un hadron est composé de quarks, et on lui dira pas forcément que ceci est un modèle, et que, de fait, ce modèle sera aussi remplacé un jour à son tour. Ce faisant, on encourage chez les étudiants, même majeurs, un rapport transférentiel à la connaissance et à l'autorité qui seront d'ailleurs plus ou moins confondus. Ce qui est emmerdant parce que c'est une forme de transe hypnotique tout de même. Ça m'avait sauté aux yeux il n'y a pas très longtemps ce mécanisme. J'écoutais un live assez récent avec un anthropologue assez talentueux et les gens du live et les spectateurs, tout comme l'intervieweur d'ailleurs, lui demandaient en substance « Que doit-on faire pour sortir du système actuel ?» Et personne ne semblait réaliser que c'était précisément cet état infantile, transférentiel, qui était la cause et la principale raison d'existence du système actuel. C'est toi l'adulte, prends tes responsabilités. Non, mais t'es sérieux? J'ai d'ailleurs eu l'autre jour la très mauvaise surprise de retrouver une forme de logique sacrificielle inattendue à un endroit vraiment qui m'a surpris dans la bouche de Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel, c'est quelqu'un dont d'ordinaire j'apprécie énormément le travail, la rigueur intellectuelle et à vrai dire l'homme en général. Mais là, grosse surprise, au passage je vous recommande sa chaîne, elle s'appelle Anthropologique. Et là, grosse surprise, je suis tombé des nues l'autre jour, lui qui d'ordinaire a un logos absolument impeccable, de très bonne qualité, on a d'un seul coup, sans que je comprenne pourquoi, basculé dans le mutos. Et donc oui, il faut renvoyer des Van der Leyen et des Macron dans le bac à sable, en se moquant d'eux, en les humiliant à la mesure de la manière dont ils cherchent à humilier les autres. Ce sont des sales types, ce sont des minables, ce sont des grands malades, ce sont des pervers et des psychopathes. Je précise pour les quelques demi-habiles qui se seraient perdus sur ma chaîne que je ne parle jamais véritablement des personnes, je me sers parfois des gens pour exposer des idées, mais si vous entendez que c'est une attaque caractérisée contre Jean-Dominique Michel, eh ben je vous annonce que vous n'avez pas compris le propos que je tiens. Voilà. Ceci étant dit, il avait révélé au cours d'un direct que lui-même avait été victime de perversion à un moment donné et d'un pervers, donc je lui souhaite qu'il se soit remis évidemment, mais ça pourrait expliquer évidemment cette espèce de petite résurgence de pathos au sein d'un discours qui se veut rigoureux. Nul n'est parfait en ce bas monde. C'est Howard Baker, qui est sociologue de la déviance, qui nous dit « La déviance n'est pas la qualité de l'acte que la personne commet, mais la conséquence de l'application par d'autres de règles et de sanctions à un coupable, avec des guillemets. Le déviant, c'est celui à qui on applique cette étiquette avec succès. D'où la nécessité de ce rituel, indépendamment des faits, puisque ce rituel vise à réaffirmer les règles sociales qui soudent le groupe. Sans règles à enfreindre, il n'y a pas de droit positif possible, et il n'y a pas, quand on y réfléchit un petit peu, d'individualité. C'est pas pour rien que tous les adolescents s'amusent avec les règles justement au moment où ils affermissent leurs sentiments d'eux-mêmes. Il est donc impossible structurellement d'éliminer la déviance, comme on éradique par exemple la variole ou le choléra. En fait, qui dit groupe dit nécessité de la création de déviants ou de méchants professionnels, j'en ai déjà largement parlé sur la chaîne. Est-ce que c'est vraiment ça, les amis, que nous voulons? Est-ce que c'est cela que toi, qui es en train de m'écouter, veux? C'est pas la même chose de vouloir collectivement, de vouloir individuellement. Est-ce que mon sentiment illusoire de sécurité, parce que c'est toujours illusoire, est-ce que ça justifie la création de boucs émissaires dans le réel? Comme dit le psychiatre Thomas Satz, que je vais abondamment citer au cours de cette vidéo, le vocabulaire du diagnostic psychiatrique n'est en réalité qu'une rhétorique justificative, pseudo-médicale de rejet. On retrouve ici la notion de sémanticide au passage. Car stigmatiser, ici Macron, de pervers,
c'est oublier qu'en accolant une valence péjorative au pervers, je n'aime plus. Et c'est mon droit le plus strict, hein, pas de problème avec ça. Simplement, le mythe de la fraternité républicaine s'effondre alors. Ce salaud de pervers me met face au fait qu'une des parties de la devise du groupe social, fraternité, est en fait une illusion. D'autant que, comme le dit très bien Albert Desmarais, la plupart des traits, des maladies mentales, etc., ou des supposées maladies mentales, possèdent en fait des fonctions adaptatives sur le plan biologique. Sans surprise, les psychotiques et les pervers déclarent leur besoin d'indépendance, et les névrosés, en miroir, déclarent leur besoin de dépendance. Est-ce bien nécessaire, et je vous pose la question, les amis, pour affirmer qui nous sommes, incluant donc nos modes de jouir respectifs, de nous diaboliser réciproquement? Eh bien, je ne le crois pas. Il me semble pas que le raisonnement soit incroyablement complexe, mais il semblerait que l'époque n'en soit pas encore là. Et Thomas Satz, d'enfoncer encore le clou. Il n'y a pas de choix à faire entre la langue de l'aliéné et celle de l'aliéniste. Les deux sont à rejeter. Et comme un clin d'œil, on retrouve là un passage des textes qui dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Matthieu 18-20. Donc, comment sortir de là, hein, en demandait-on à cet anthropologue? Eh ben, simplement en grandissant un petit peu. C'est la seule réponse que je puisse faire. Justement parce que c'est une réponse qui coupe un petit peu le lien transférentiel. C'est une démarche individuelle, intime, personnelle. On peut se faire aider, bien sûr, si on en ressent le besoin, pas de problème. Mais cela demande d'aller contacter ses vides, son ombre. Et ses vides, son ombre, ça peut pas être l'ombre ou les vides du voisin, c'est pas les mêmes. En fait, on peut pas simplement attendre et dire passivement « Maintenant, déshypnotisez-nous » Troisième point, la terreur, dread. Donc il va s'agir de maintenir l'amygdale cérébrale activée de sorte à inhiber par voie de conséquence les lobes frontaux, puisqu'il est très difficile d'avoir peur tout en réfléchissant sereinement. Si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez faire le test, c'est extrêmement rigolo. Il y a plein de choses comme ça dans les forces spéciales, où par exemple ils vont faire du calcul mental ou des exercices simples de mémotechnie, mais avec une espèce de pitbull avec la baffe comme ça qu'on tient juste à côté de vous. Il y a une espèce de petit instinct qui regarde quand même la longueur de la laisse pour vérifier qu'elle est assez bien. Ça rend les choses très très compliquées. Et vous voyez des gens parfois avec des doctorats en mathématiques être incapables de faire une fonction affine de base, etc., etc. Il faut donc bien comprendre que pour les dirigeants, la docilité des peuples est une ressource désormais au même titre que le pétrole ou l'uranium. Et que cette docilité des peuples, elle peut se vendre à l'étranger sur tel ou tel marché. C'est Lederbogen et ses collaborateurs en 2011 qui mettèrent ainsi en évidence à quel point les environnements urbains modernes sont anxiogènes pour l'humain. En fait, la société de contrôle numérique tente de supprimer toute forme de territoire à l'humain. Le territoire, par définition, c'est là où l'on peut se cacher. En empêchant l'individu de se soustraire, de se dissimuler, elle place ainsi sa part animale en difficulté. Parce que c'est un besoin fondamental que le système général feint de ne pas reconnaître. Ne fais plus ça. Ça, c'est extrêmement pervers, justement, parce que ça va placer l'amygdale cérébrale des individus en état de stimulation, puisqu'ils ne peuvent pas se détendre. L'individu, dans son territoire, le mammifère, c'est là où il peut se reposer, se ressourcer, et donc en lui empêchant cette possibilité, on le maintient sous stress, un stress minimum nécessaire à ce que les injonctions hypnotiques fonctionnent à minima. Ne pouvant plus fuir ni même attaquer, il reste alors l'inhibition de l'action. Monter dans sa tête pour ne pas sentir son désarroi, pour ne pas sentir la maltraitance, devenant ainsi un parfait petit pantin. Ce que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, appelle une gentille personne morte. La psychologie de base est l'un de mes programmes secondaires. They're using all of these techniques that they developed in colleges, in college laboratories. Social scientists and other scientists, medical scientists for years who were studying how do you control individual behavior but also mass behavior? How do you induce mass psychosis? How do you create Manchurian candidates? You know, how do you do all these? They had all these colleges studying these, and how do you impose centralized foreign control on indigenous populations? By coming into a country, by using propaganda, by using fear,
by sowing chaos, by destroying relationships, destroying faith in institutions, driving people apart and creating chaos so they will invite in an authority who will give them peace and safety. And all of these mind control techniques are designed to accelerate that process. And they study the Stockholm syndrome, for example. If you lock people, down, they become grateful to their captors, and they become angry at the people who criticize their captors, and they believe that the only way that they can escape this confinement is through total obedience and total compliance to their jailers. On cristallisera ensuite cette configuration en matraquant un ensemble de représentations mentales qui deviendront vite virales par mimétisme, par ce qu'on appelle l'ignorance pluraliste, formant ainsi les limites du nouveau paradigme et standardisant inexorablement les intériorités. Je disais que les jeunes garçons doivent être ambitieux, les vieux doivent recevoir des allocations. Ouais. Les jeunes garçons doivent être ambitieux et les vieux, eux, reçoivent des allocations. Les jeunes garçons doivent se montrer ambitieux, les vieux, eux, reçoivent des allocations, c'est idiot. Les jeunes garçons doivent se montrer ambitieux, les vieux, eux, reçoivent des allocations. En créant du chaos et du changement sur des périodes de temps extrêmement rapides, en modifiant les habitudes de vie, on oblige le cerveau à réagir en mode automatique. Le néocortex, justement, a du mal, il se débranche, l'individu rentre comme ça en mode survie, il devient alors prévisible. On empêche alors la sublimation sur les mots plutôt que sur les choses. On favorise le passage à l'acte. Quand on sait aujourd'hui, et on s'en doutait déjà à l'époque, que c'était des produits profondément cardiotoxiques, on voit bien ici à quel point la violence est, comme souvent, le dernier refuge de l'incompétence. Et c'est exactement ce que veulent les ingénieurs sociaux, obtenir des comportements. Et peu importe si cela entraîne un appauvrissement, voire une annihilation de la capacité de sublimation par les arts, la littérature, la poésie, la musique, etc., etc. Donc, débilité, dépendance, terreur. On a ici les trois mamelles de la méthodologie de l'aliénation moderne. De son côté, le neurophysiologiste Peter Kruse met en évidence trois éléments clés dans le conditionnement des masses. Déstabiliser ou irriter pour capter et susciter l'attention au niveau émotionnel. Impliquer dans un second temps émotionnellement l'individu, ferrer le poisson en fait pour obtenir de l'engagement. Et enfin, répéter, répéter et encore répéter pour que les gens retiennent. Prenons l'exemple de Stallone, qui toucha 500 000 $ pour fumer dans 5 de ses films, de sorte à ancrer dans le cerveau du jeune public la cigarette à la virilité. Une pute, c'est ce que c'est? Une pute. Bon, cela avait commencé bien avant, évidemment, avec Philip Morris, le Cowboy Marlboro dans les années 60, etc., etc. Mais vous retrouvez systématiquement, même sur Instagram, Facebook, etc., ces trois grandes étapes. En fait, ensuite, le média de support importe peu. Je suis remplaçable. De plus en plus d'individus tombent sur ces champs de bataille 5.0. Vous croyez que les camps de concentration sont derrière vous? Ils sont devant vous, disait Jacques Lacan. Simplement, ces camps sont devenus psychiques. Ce sont les bulles de filtre, la fenêtre d'Overton, et tous ces barbelés bien pensants et ces miradors législatifs. Nous sommes juste passés à une guerre indolore, et si vous ne le comprenez pas bien, si vous ne le discernez pas, c'est qu'il y a de grandes chances que vous vénériez vos chaînes. J'ai besoin de main-d'œuvre, ne t'en fais pas. Je ne suis pas comme ces pourritures. Avec moi, ils auront droit à des vêtements. Ils seront nourris correctement, et ils auront des pauses. Régner par la force en répandant la terreur, ça n'engendre que de la haine chez les autres. Et ça, c'est mauvais pour le rendement. En outre, le fait que certains de nos proches ne disparaissent plus physiquement, comme c'était le cas dans une guerre de tranchées, hein, quand tonton Lucien il ne revenait pas, il ne revenait pas, cela rend le processus de deuil beaucoup plus compliqué puisque on a l'individu qui est en face de nous en physique. En outre, le fait que autrui puisse finalement se mettre à réaliser et à comprendre et à percevoir ce que nous percevons et ce que nous lui disons rend vraiment encore et encore plus compliqué le processus de deuil car il active ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire le fait que tant qu'un cerveau n'a pas bien pu clôturer une tâche, il continue à l'avoir en tâche de fond. C'est ce qui rend par exemple les ruptures amoureuses particulièrement difficiles quand elles se terminent de façon pas très propre, si vous voulez. Tu fais quoi?
Je t'envoie un texto. Tu me largues? Donc on assiste là vraiment à une forme de nécromancie généralisée. Des individus vont être maintenus en vie au niveau du corps, mais seront absents à eux-mêmes, prisonniers au niveau du système nerveux central. En fait, on continue parce que on ne les tue plus aujourd'hui. La modernité ne tue plus parce que des individus qui ne sont pas morts continuent de payer des taxes, de payer des impôts, de consommer, etc. Et ça, c'est très bon pour le business. Comme disait autrefois Noam Chomsky, la façon intelligente de garder des gens passifs et obéissants est de limiter strictement le spectre des opinions acceptables, mais de permettre un débat très animé au sein de ce spectre. Cela donne aux gens l'impression qu'il y a une pensée libre, alors que tout le temps, les présuppositions du système sont renforcées par les limites imposées à l'étendue du débat. Je considère la télévision, le cinéma, la presse, le journalisme comme un des grands moyens modernes d'avilissement et de crétinisation des foules. Tout ceci est un fonctionnement archétypalement névrosé qui ne veut rien savoir des tâches aveugles de ces récits fondateurs. J'écoutais comme ça l'autre jour une émission qui fustigeait les pervers de l'Élysée et autres oligarchies dominantes tout aussi perverses. C'est très à la mode en ce moment, si vous regardez bien. Le mot pervers revenait comme ça, comme une étiquette infamante désignant l'ennemi à abattre, la chienlit à éradiquer. Chienlit, ou Chi-en-Li, qui désignait d'ailleurs autrefois un personnage du folklore de Paris, qui se badigeonnait le cul de moutarde parce qu'il avait chié dans son lit, il faut le savoir. Mais bref, comme l'a montré Henri Laborie, je vous rappelle qu'une poignée de rats qu'on jette dans une cage électrifiée s'organisent et vont s'acharner pour s'unir contre l'un d'entre eux. Et ce mécanisme de désignation de bouc émissaire, le névrosé ne le voit pas, il n'en veut rien savoir, il organise sa cécité collective à tout ce qu'a décrit René Girard. René! 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 Le con! T'es où qu'il est, René? René! René! Alors certes, un papier de l'université de San Diego publié dans la revue Fortune le 6 juin 2021 nous apprend qu'il y aurait 12 fois plus de psychopathes chez les cadres que dans le reste de la population. Certes, également, une étude de 2016 nous apprend que le taux de psychopathes chez les dirigeants d'entreprises et de grosses sociétés est sensiblement équivalent qu'en prison. Les grosses sociétés veulent vous faire exécuter leurs basses œuvres pour se faire un max de fric. C'est qui les grosses sociétés? Ce sont les grosses sociétés qui dirigent le monde entier. Elles vous ont aveuglé, vous font travailler pour elles. Vous êtes sérieux? Mais nous, on n'était pas au courant. On va tous à la fac depuis la rentrée. Nos profs nous ont ouvert les yeux. Le gouvernement lié aux grosses sociétés vous fait vendre des magazines pour qu'elles s'enrichissent. Oh, nom de Dieu, les enfoirés! Et tant pis si on passe de pervers à psychopathe, pourvu qu'on désigne une catégorie d'individus qui ne soit surtout pas moi, et que je puisse continuer de ne pas voir que je porte en moi strictement la même violence. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Comme disait Eduardo Muscara, ça ne sert à rien de sauter, ça ne sert à rien de danser, de brûler de l'encens ou d'inventer de nouvelles techniques. Le secret, c'est de développer ses capacités intellectuelles et la maîtrise de sa nature animale. C'est Thomas Sowell qui disait « Le fait que tant de politiciens mentent aussi effrontément n'est pas seulement le reflet de qui ils sont, c'est aussi le reflet de ce que nous sommes. » Quand le peuple veut l'impossible, quelque part, il est logique que seuls des menteurs puissent parvenir à essayer de le satisfaire. C'est logique. Comme disait cette fois l'écrivain Robert Hardet, si des gens n'étaient pas capables de soumission, on ne connaîtrait naturellement que l'anarchie. Et c'est bien dommage. Car l'économiste italien Paolo Verne a bien montré que la liberté était la variable la plus prédictive de la qualité de vie et favorisant le plus le bonheur. Pendant ce temps-là, la France rétrograde au classement du bonheur général de la 5e à la 33e place. Ouch, ça fait très mal. Bon, remarquez, il y a une petite logique, ce sont les 33e qui nous amènent à la 33e place. Lol.
Mais alors les amis, autant je n'ai absolument aucun problème à vraiment me connecter et vraiment être complètement d'accord avec ce ras-le-bol populaire, ras-le-bol de se faire voler, insulter, diminuer, mépriser, éborgner même par une bande de rodomons, autant, après avoir précédemment réhabilité les psychotiques dans la vidéo sur la psychose, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, j'aimerais ici prendre le temps de réhabiliter un petit peu les pervers, les Macron, Mélenchon, Borne et toute la clique, Schwab, Attali, etc. C'est une différence, c'est une expression d'une différence dans la manière de percevoir le monde qui s'exprime comme ça. Pour Kant, le fait de se laisser aller à nos impulsions immédiates est l'indice que nous sommes en fait enchaînés au lien causal qui nous relie donc à la chaîne des causes et des effets. Autrement dit, nous ne sommes pas libres intérieurement. Il est quelque part trop facile de haïr, ou en tout cas trop facile de simplement s'arrêter là. Alors, autant c'est complètement ok de ressentir l'impulsion de haine et de violence, hein. De toute façon, si elle est là, on va pas faire comme si elle n'était pas là. La question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite? On fait des analyses ad hoc pour se justifier de sa propre agressivité, comme j'ai encore vu passer l'autre jour sur X? Le fameux « en même temps » du président, il faut savoir que sur un plan psychologique, ça s'appelle créer de la dissonance cognitive. À quoi sert la dissonance cognitive? À vous rendre fou. Non. C'est-à-dire, dans un premier temps, à saturer votre intelligence et progressivement à vous dissocier. C'est-à-dire qu'une partie de votre être entend ce qu'on vous dit, entend la partie, mettons, blanche de ce qu'on vous dit, et l'autre partie entend la partie noire. Sauf qu'elles sont incompatibles. Dans un premier temps, vous essayez de les rendre compatibles. Vous cherchez le lien, vous cherchez où est la cohérence. Dans un second temps, comme vous ne la trouvez pas, vous vous dissociez. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui croit effectivement que c'est blanc, et l'autre partie qui croit que c'est noir. Et là, il faut savoir que la dissonance mène à la schizophrénie, hein, ce qu'on sait depuis très longtemps, le fameux double bind, le double discours, le discours contradictoire, hein, c'est un peu « viens ici, fous le camp ». Qu'est-ce que j'entends? J'entends « viens ici » ou j'entends « fous le camp ». Ben non, Josiane, viens ici et fous le camp, si tu dissocies juste pour ça, c'est peut-être que ça prend simplement juste ta névrose dans son angle mort, en fait. Ça veut dire, puisqu'il faut qu'on t'explique, viens ici parce qu'on est un petit peu loin et que tu vas pas m'entendre si tu viens pas, et fous le camp. Fous le camp, c'est le message, hein, c'est le message essentiel. Tout ça est bien étudié en neurosémantique. Bref. N'est-ce pas, nous sommes ici face à un mécanisme quasiment pur, quelqu'un qui tend à attribuer la causalité de son mécanisme dissociatif à l'absence, à l'extérieur, d'une figure maternelle, n'est-ce pas? Si autrui ne prend pas soin d'elle, hein, elle dissocie, elle projette son comportement, elle projette son attitude, n'est-ce pas, dans l'ensemble du fonctionnement, en attribuant l'extérieur, la responsabilité, n'est-ce pas, de son propre processus dissociatif. Est-ce bien raisonnable? Et si toutefois l'on peut convenir, ce qui est tout de même beaucoup plus sympathique, n'est-ce pas, de prendre soin de l'autre, de l'affirmer que l'absence de ce soin soit l'unique responsable d'un processus dissociatif, n'est-ce pas, et peut-être un pas qui ne serait pas raisonnable de franchir. Soyons donc clairs que les pervers, comme les psychotiques d'ailleurs, soulèvent, montrent les failles, mais probablement les pervers un peu plus que les psychotiques. Les psychotiques le montrent de par leur être, les pervers le font peut-être plus activement, et donc ils montrent les failles dans nos récits et dans nos différents narratifs. Je cherche à prouver qu'il vous faut un garçon comme moi. Pourquoi faire? Pour veiller au grain. Et tout ce que ça sous-entend. Ces gens incarnent ici le réel lacanien, celui dont on ne veut surtout rien savoir. Comme par exemple quand je démontre par A plus B à n'importe qui très aisément que toute démocratie est impossible. Impossible. Mais qu'il est ardu pour les gens de métaboliser correctement cette information, alors qu'ils n'ont d'ailleurs aucun contre-argument réel en termes de logos. Réaliser dans sa chair que le réel ne parle pas, que le symbolique ment et que l'imaginaire a tort. Voilà, voilà. Et notez qu'on retrouve là encore les textes quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, etc., etc. Que notez bien, parce que si je le précise pas, je suis sûr que ça va m'être reproché en commentaire, je n'oblige personne à être en relation active avec des individus pervers. C'est pas du tout, ça n'est absolument pas ce que je dis. Ça pourrait être de la maltraitance, parce qu'après tout, on a le droit, dans la vie, d'avoir des illusions. Il n'y a pas de problème avec ça. Je dis simplement que ces gens existent.
Les pervers existent dans le monde. Oui, je sais, c'est complètement incroyable. Mais comme on l'avait déjà vu dans la vidéo sur la perversion, eh ben, justement, le névrosé a beaucoup de mal à penser le pervers social. Il n'y arrive pas. Donc, quelque part, c'est déjà subversif de ce point de vue-là. Après, se pose, en fait, la question de à quelle distance on va se mettre, justement, de tel pervers ou tel pervers. Et d'ailleurs, on peut tout à fait en apprécier un, en conchier un autre. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. Chaque individu voit midi à sa porte sur la juste distance qu'il va placer, de sorte à ce que la relation ne soit pas toxique pour lui. Et là, comme par hasard, on en revient à la pertinence du droit naturel, qui est un droit qui est fondamentalement individuel, parce qu'il n'y a pas de réponse collective à cette question, pour la bonne et simple raison que les sensibilités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Les pervers sont donc un aiguillon qui nous pique, un caillou dans notre soulier. Mais si on les supprimait, serait-on encore, mes amis, en démocratie? Aïe, 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 on approche là d'un impensé. Et cette piqûre de réalisme que j'apporte, les névrosés la fuient comme la peste, quand bien même je ne force personne. Restons pas ici, allons-nous-en, je veux m'en aller. Mais si d'aventure le névrosé arrivait à pouvoir jouir de la perversion, il rejoindrait alors, tant par l'amour et la fraternité qu'il incarnera, à cet instant, dans le concret, mais également sur le plan symbolique, alors il rejoindrait l'unité avec un grand U. Unité, où l'attend d'ailleurs, et la boucle est bouclée, le psychotique. Ça peut sembler inspirant, mais maintenir ce cap demande une vraie force de caractère, ou une grâce selon qu'on est en locus interne, locus externe, exotérique ou mésotérique. Les humains aussi, d'ailleurs, entre moments d'accordage, comme ça, à cette espèce de tout sublime, et retour à des énergies plus lourdes. On doit construire un avenir meilleur, on doit y mettre tout notre cœur. Fais le premier pas et tu verras le futur. Non, une seconde, les mecs, arrêtez! Comment ça craint? Ouais, c'est vraiment naze. Ouais, c'est encore plus craignos que plein de mecs qui s'enfilent dans une colossale partouze. Ok, pardon, c'est de ma faute. Recommencez à vous enfiler. Allez, la partouze reprend, les gars. Allez, on s'enfile. Dépêchez-vous. Et puis, toute névrose contient en soi, quelque part, toujours une part de masochisme. En fait, les névrosés jouissent du fait d'éprouver de la frustration. Ce qui empêche, disent certains, de dépasser un certain point d'avancement dans l'analyse, dans la psychanalyse, d'où la caricature des psychanalystes incompétents et d'une psychanalyse justement qui serait interminable dans tous les sens du mot. Ce qui est contesté par les pervers, c'est le droit du père à légiférer, à devenir l'agent de la castration. Vous m'obéissez pas, vous crevez. Vous essayez de vous échapper, vous crevez. Vous faites même que me contrarier ou m'énerver. Vous savez quoi? Vous crevez. Il paraît que je suis contrariante. Je préfère vous le dire tout de suite. Toi là, tu la fermes! Mais amis névrosés, mon propos s'adresse surtout aux névrosés, puisqu'il y a quand même effectivement un sacré paquet de psychotiques et de pervers sur la chaîne. Enfin, bon, bref. Amis névrosés, réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Réfléchissez 2 minutes à ce qu'impliquerait un monde purement névrotique. Et dites-moi, s'il vous plaît, au besoin en commentaire, ça m'intéresse de vous lire, ce qui le différencierait fondamentalement d'une forme de totalitarisme orwellien. Moi, je vois pas, hein. Moi, j'y peux rien, j'ai un problème, je suis taquin, je le sais, hein. Je suis taquin, et voilà. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à pas voir la différence. Comme le disait d'ailleurs Alexis de Tocqueville, tout homme qui présente un système complet et absolu est en état presque certain d'erreur ou de mensonge. Que tout homme qui vient imposer de force pareil système à ses semblables doit être considéré ipso facto comme un tyran et un ennemi du genre humain. Donc je vous repose la question, qu'est-ce qui différencie un monde strictement, purement névrosé d'une dictature orwellienne totalitaire? Eh ben moi je ne vois pas. Donc votre machin là, pardon de le dire encore comme ça, pardon, je m'excuse vraiment platement, mais votre machin ça ne marche simplement pas. Et vous aurez beau tuer, brûler ou enfermer encore 1 million de personnes, ça ne marchera pas davantage. Il n'y a pas de démocratie, c'est une dictature, bla bla bla. Et ça vous voyez, c'est absolument typique de la pseudo-empathie des constructivistes, des jacobins et autres collectivistes de tout poil. Parce qu'aimer véritablement quelqu'un, ça implique de l'aimer avec sa dangerosité. Tant qu'on a, et c'est tout à fait valable aussi pour les pervers, hein, qui pourraient s'identifier au discours que je tiens, et qui, s'ils veulent réellement aimer les névrosés, doivent aussi les aimer avec cette forme de dangerosité et d'inconscience, évidemment. Hein, là-dessus, les discours sont en miroir.
Tant qu'on... Mais là, pardon, hein, encore, mais là, aujourd'hui, je parle spécifiquement plutôt des pervers et de l'articulation avec les névrosés. Tant qu'on n'a que le choix entre se leurrer, se mentir à soi-même ou sacrifier autrui, on n'est pas avec autrui, on est en transe lourde. Je ne comprends pas. Mais si, tu comprends. Parfois c'est plus facile de vivre dans le mensonge. Même Jean-Jacques Rousseau avouait préférer, je cite, la liberté avec le danger à la paix avec l'esclavage. C'est dire si ces gens ignorent tout des idées dont ils se réclament pourtant. Mais fondamentalement, respecter l'altérité, c'est lâcher prise. Ça ne peut se faire que dans le lâcher prise. Ça demande d'accepter qu'autrui nous échappe quelque part. Je cite encore Thomas Satz. Nul ne peut être un individu distinctif du groupe sans avoir des secrets. Bonsoir, moi c'est Anne-Marie-Sophie. Dans la vie, je suis expert comptable, mais j'ai aussi un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Montgomery. Dans la vie, je suis professeur de jet ski, mais j'ai aussi un secret. Les secrets différencient les gens et c'est pourquoi ils sont emprisés des individualistes et vilipendés par les collectivistes. Fin de citation. C'est Michael Slepian de l'école moderne de psychologie sociale et cognitive qui nous apprend que la plupart des êtres humains auraient, en moyenne, 13 secrets fondamentaux. Comme l'écrivait jadis Dostoïevski, l'amour abstrait de l'humanité est presque toujours de l'égoïsme. Laissez résonner cette phrase, il y a tout dedans. L'amour abstrait de l'humanité est presque toujours de l'égoïsme. On y trouve le péché originel, on y trouve comment le mental déforme l'éprouvé, crée un double, ensuite une mimésis. On a l'humilité aussi du presque toujours qui combine à la fois expérience forte de la vie avec lucidité sur sa condition. Cette phrase est un véritable joyau. On retrouve d'ailleurs dans l'épître de Paul le fait que la présence du Christ libère le chrétien de la pesanteur de la lettre et de l'obéissance à la loi. Encore faut-il, cela va sans dire, que le Christ soit réellement présent à cet instant. Ça, c'est la loi. Et moi, je rejette la loi. J'ai une loi nouvelle et un nouvel espoir. Quoi? Ainsi Dieu aurait abrogé l'ancienne loi? Non. Non, mais il sait que nos cœurs sont prêts à contenir davantage. Ce chaos, c'est la nouvelle loi. Car tu as la prétention... Oui, j'ai la prétention parce que je suis la fin de l'ancienne loi par qui naîtra la nouvelle. Mesure tes paroles. Il vaut mieux nous retirer. Quand je dis je, Rabbi, c'est Dieu qui dit je. C'est un blasphème. On ne te l'a pas dit? Je suis la sanctification du blasphème. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter un glaive. Est-il étonnant que les défenseurs de l'ancienne loi se rebiffent, quitte à enfermer arbitrairement, voire à déclencher la mort de centaines de milliers d'individus? Europe is the values of the Talmud. The Jewish sense of personal responsibility, of justice and of solidarity. Et puis surtout, il ne se cache même plus. Il semblerait que soit venu le temps du dévoilement et des révélations. À cet endroit, le christianisme, à ne pas confondre avec la chrétienté, attention, à cet endroit, le christianisme donc et la psychanalyse se rejoignent à la perfection. Le nom du Père, on peut aussi bien s'en passer, à condition de s'en servir, célèbre phrase de Lacan. Mais cela demande en effet de passer d'un système de voleurs à un système de valeurs. Comme disait Thomas Satz, je vous avais dit que je n'arrêterais pas de le citer, et c'est d'ailleurs une des meilleures définitions de l'hypnose que je n'ai jamais lue. L'hypnose, c'est deux personnes se mentant l'une à l'autre, chacune faisant semblant de croire à ses propres mensonges, ainsi qu'à ceux de son partenaire. Cette sortie des noms du père hypnotiques de figures tutélaires prédatrices me semble plus que jamais nécessaire, sous peine de voir leur funeste dessein se réaliser par proférence des « vous n'aurez rien et vous serez heureux » aux visions détrimentales de Jacques Attali. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre.
Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, mais ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas s'en mettre. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de lutter bêtement contre ces gens, contre les pervers, mais de permettre à chacun de nos frères d'aller pour lui, et non pour l'image de lui-même qu'il croit être. Ça, c'est très très important. Dans l'Évangile, selon saint Luc 14, 26, il est écrit « Si quelqu'un vient à moi sans haïr jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple ». Il n'y a pas de sotériologie sans vérité. Et de ce point de vue, la névrose est une quasi-contre-indication. D'autant qu'elle pervertit, et c'est ironique d'employer ce mot, d'autant qu'elle pervertit l'enseignement pour n'en conserver qu'une coquille vide, et des rituels somme toute surannés visant à juguler simplement l'angoisse d'anéantissement. Donc ça n'est pas contre, mais avec les pervers qu'il va nous falloir co-construire, à bonne distance, à la distance qu'il sied à chacun. Chacun voit midi à sa porte, évidemment. Ce qui va impliquer de renoncer à la douce sédation des récits collectifs sous peine d'un échec général. Comme disait Bert Hellinger, la vie vous fait peur ? Et elle vous fera peur autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous perdiez votre peur et que vous retrouviez votre foi. Et une foi en Dieu, pas une appétence juvénile au transfert qui ne fera en réalité en bout de chaîne que renforcer le pouvoir de l'oligarchie. Chez Frédéric Bascugnana, a.k.a. le Parésiaste, où je vous ai d'ailleurs sorti il y a peu les 3 heures du passage que j'avais fait chez lui, j'avais expliqué dans cette émission qu'un pervers était quelqu'un qui avait été confronté trop tôt et trop vite à l'énergie masculine. Il avait donc associé la loi à une forme de traumatisme et ne la percevait pas comme réellement structurante. J'expliquais aussi là-bas que la meilleure façon de désarmer un pervers, c'était justement d'aller avec lui dans le registre de l'énergie maman. On en revient encore à Saint Jean Chrysostome et à « Donnez-moi une génération de véritables mères chrétiennes et je changerai le monde ». Ce qui demande déjà, effectivement, pour une femme, de s'être correctement construite. Pourquoi est-ce que tu crois que je n'ai pas voulu d'enfant ? On dirait que ces petites bêtes ont été étudiées spécialement pour bouleverser notre vie. Ça crie, ça hurle, ça met du désordre. Il faut avoir un esprit de sacrifice hors du commun. D'ailleurs, fun fact, admirez l'intelligence de la nature, il n'y a dans l'éducation des jeunes chimpanzés, de ce que nous en comprenons évidemment, pour le moment aucune punition des chimpanzés plus âgés pendant les 4 premières années de vie. Ce qui fait que le gamin peut littéralement faire absolument toutes les conneries qu'il veut, il ne sera jamais réprimandé, même par les mâles dominants du groupe. Mais si ces gens ont besoin comme ça d'énergie maternelle, et que si on leur en donne pas, ils peuvent avoir des comportements ou des stratégies qui peuvent s'avérer toxiques pour le collectif ou simplement pour leurs prochains, eh bien, il se pourrait très bien que nous estimions, en notre âme et conscience, ne pas avoir assez de cette énergie à leur offrir. Il se pourrait même que nous en ayons largement assez, mais que nous n'ayons absolument aucune envie, aucun élan à leur offrir. Très bien. Pourquoi ? Pas envie. Mais pourquoi accuser alors autrui de notre propre non-envie ou de notre propre absence de disponibilité ? Si on regarde bien, on voit bien que dans ce mécanisme, on projette sur eux des attentes totalement irréalistes. Pensez un petit peu à un animal, votre chat ou votre chien. Vous attendez pas forcément à ce que votre chat vous écoute parler de vos soucis à la fin de la journée, parce que vous le voyez tel qu'il est. Mais le problème du névrosé, c'est qu'il hallucine négativement, il ne veut rien savoir comme ça du pervers, ce qui l'amène à des comportements irréalistes. Le fait de présupposer qu'autrui devrait réagir par un certain comportement comme ça, ou en plus ça ne marche absolument pas dans les faits, vous m'accorderez qu'on est loin d'un traitement
rigoureux, pour ne pas dire scientifique, du sujet, n'est-ce pas? Dans une méta-analyse, James Prescott nous apprend que la qualité du lien entre la mère et l'enfant prédit 80% du degré de violence d'une société. C'est énorme! C'est absolument massif. Dans la même veine, Adrienne Rain de l'Université de Caroline du Sud nous propose une étude effectuée sur 4269 hommes de 0 à 18 ans, mettant en évidence les 3 principaux facteurs de criminalité chez les jeunes. Les complications à la naissance. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente que l'accouchement conditionnait tout le reste de l'existence. On en a ici un bon exemple, un bon élément. La séparation précoce de la mère et enfin le rejet précoce de la mère. Tout ceci met en évidence son importance et son rôle absolument crucial pour la construction de la paix mondiale. Alors il est bien plus ardu, malheureusement, à une jeune fille au sens de la théorie de la jeune fille de Tycoon, hein, si vous n'avez pas vu le podcast qu'on avait fait avec Moss Majorum sur cette question, je vous y renvoie. Donc il est plus ardu à une jeune fille au sens de la théorie de la jeune fille, qui est par définition nombriliste et auto-centrée, de prendre soin d'un enfant. C'est pas pour rien qu'il y a un lien aussi avec stratégie R, stratégie K, le niveau de violence dans ces sociétés, puisqu'on fait généralement des enfants beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire quand on est encore jeune fille, dans des sociétés à stratégie R. Et on revient, là encore, donc, sur la jeune fillisation de la société comme arme de destruction massive sur les champs de bataille 5.0. Ajoutez à cela la ringardisation opérée par les armes de destruction massive d'Hollywood sur l'image de l'union traditionnelle, du mariage, etc. dans l'imagerie populaire, qui a tendance à la présenter uniquement comme une contrainte et comme un cercueil dont les enfants seraient des clous. Bonjour chérie. En France, en 2022, la DREES nous indique que sur 85 000 personnes hospitalisées suite à des gestes auto-infligés, entente, des scarifications, etc. Je vous renvoie aux vidéos qui traitent de ce sujet, notamment le colloque d'Adrien Cascarino. En gros, ces gestes sont la plupart du temps une façon d'attirer l'attention, de réclamer justement un petit peu de contenance, un petit peu de bons parents. Sont des appels à l'aide plus que de réelles tentatives de suicide dans l'immense majorité des cas. Ce sont jusqu'à 64% de femmes qui passent ainsi à l'acte, donc nous dit la DREES. Entre 2012 et 2020, donc en plein dans le wokisme, hein, faut bien se rendre compte, c'est exactement la période, le taux de femmes entre 10 et 19 ans pratiquant de tels actes a doublé. Voilà. D'autres recherches montrent que des femmes libérales, libérales au sens américain du terme, que des femmes libérales, voire woke, ont une santé mentale bien plus dégradée que les autres, résultat de leur négation des principes pourtant basiques qui furent pour elles fort clos. Les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Je vous parlais initialement d'individus tombés sur le champ d'honneur 5.0 au combat, et bien on va retrouver ça également dans le rapport à l'écologie. Un rapport avec l'écologie basé sur une certaine forme de peur, d'anxiété, d'éco-anxiété. C'est basé toujours sur le même mécanisme, c'est-à-dire l'impossibilité de croire au fait que la providence et la création puissent pourvoir à mes besoins et à ceux de l'humanité. De ce point de vue-là, on est bel et bien également dans la répétition ritualisée du même pattern archétypal découlant de l'absence. Bon, mes arguties pourraient tout à fait vous sembler extrêmement psychanalytiques. Le mot a très très mauvaise presse. Hein. Au passage, c'est encore une autre forme de sémanticide. Hein. Mais si je vous disais que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la psychanalyse est massivement utilisée par les ingénieurs sociaux. D'une part, parce que Bernays, ça vient directement de Freud, hein, c'était son neveu, vous le savez très probablement, mais que ensuite, même dans les différents rapports de la CIA, etc., et autres manuels d'ingénierie sociale, les concepts psychanalytiques sont absolument omniprésents. Il est loin d'être impossible, donc, que son invisibilisation progressive fasse partie justement d'un mécanisme visant à empêcher le grand public de comprendre et d'être lucide quant aux stratégies utilisées. Pensez-y, c'est loin d'être absurde.
avec Macron et son engeance qui sont en train de liquider le pays petit à petit. De plus en plus de gens réalisent que la guerre 5.0 n'oppose pas tant la gauche et la droite, le bloc soviétique et le bloc capitaliste, qu'une certaine forme d'élite oligarchique, capitaliste de connivence, au bon peuple. Ils sont en train de les manipuler par l'instrumentalisation de l'appareil d'État, de sorte à leur pomper tout leur fric. Bon, l'école autrichienne vous avait prévenu, enfin bon, personne ne l'écoute, les hôpitaux s'effondrent, l'éducation aussi, les infrastructures périclitent, je vous parle même pas de la SNCF. Suite à un bout de bois qui est un petit peu sur les rails, le train en direction de Marseille aura 2 heures de retard. Peut-être plus. Oh là là. C'est John Glubb qui, en 1977, modélise comme ça les cycles de croissance, de prospérité et de déclin des civilisations. Si jamais ces travaux vous intéressent, dites-moi, je referai peut-être une petite vidéo rapide comme ça sur les différents critères de John Glubb. En tout cas, la phase de décadence dans laquelle nous sommes manifestement de façon très très claire, d'après son modèle, se caractérise donc par les critères suivants. La défensivité. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le pessimisme. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Le matérialisme. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. La frivolité. Un président au look décontracté qui enchaîne sur fond d'électro les selfies comme une rockstar, allant jusqu'à poser avec son épouse au milieu de ces danseurs de la communauté LGBT. Un afflux d'étrangers. Malgré les promesses, la France ne parvient pas à résoudre la question de la maîtrise de l'immigration. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont éloquents. Le nombre de demandeurs d'asile bat des records. 137 000 dossiers déposés l'an dernier, principalement des ressortissants afghans, bangladais, turcs et géorgiens. Mais il y a bien d'autres enseignements à tirer de ce rapport officiel, David Montagnier. Oui, les titres de séjour d'abord, ils ont explosé l'année dernière. 320 000 ont été délivrés pour la première fois, c'est 17% de plus en un an. L'État-providence. Notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Un affaiblissement religieux. La volonté républicaine, c'est d'en finir avec la référence exclusive à une philosophie ou à une image qui essentialiserait les Français. La nation française ne sera jamais une nation ethnique ni religieuse. Pour conclure, je crains fort que nos élites ne nous considèrent que comme du bétail dont il faudrait extraire le maximum de jus, le maximum de sucre, et ils feront en sorte de vous maintenir au maximum dans l'impuissance acquise par la débilité, la dépendance et la terreur. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Les vainqueurs et les vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. En fait, le grand public n'a absolument aucune idée de l'incroyable avancée qui fut faite récemment dans le domaine des technologies de contrôle mental. Ça fait plus de 60 ans que Delgado a déjà montré comment contrôler un système limbique à distance avec l'aide d'un petit boîtier. Responds to radio stimulation. So the bull is literally subject to remote control. Delgado has remote control of the animal. When the remote control apparatus is operated and the bull's caudate nucleus is stimulated, the bull becomes non-aggressive. Stopping the charging animal now only required the push of a button. En 60 ans, vous n'imaginez pas, avec la miniaturisation, ce qu'il est possible de faire en termes de nanomachines et de nanocontrôle. Enfin, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Depuis les sociétés les plus primitives, la communauté a toujours représenté une espèce de plan B, des fois qu'un enfant ne puisse pas bénéficier d'une éducation digne de ce nom, et ce, quelle que soit la raison des dysfonctions parentales. L'atomisation moderne et la multipolarisation est en train de rendre ce feedback complètement impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les individus reçoivent beaucoup plus de feedback de machines, d'écrans, justement, on en revient à l'interpassivité, que par les échanges concrets avec leurs pairs, notamment lorsqu'ils sont adolescents.
Et donc, on est en train d'empêcher une capacité qu'avait autrefois la socioculture à normaliser les comportements déviants des enfants, des ados et des jeunes adultes qui n'auraient pas reçu ce dont ils avaient besoin de la part de leurs parents. Et ça, c'est absolument tragique car nous sommes en train de créer, de constituer une société elle-même basée sur la perversion. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que ça vaut mieux ou moins bien qu'une société totalement névrotique et totalitaire ? Là, franchement, je n'ai pas la réponse et honnêtement, rentrer dans un conflit mimétique entre les rouges et les bleus ne m'intéresse pas vraiment. J'ai voulu dans cette vidéo essayer de reprendre certaines thématiques classiques sur la chaîne, de les articuler entre elles et surtout d'essayer de vous inviter à sous-peser le niveau de compréhension de l'humain, que ce soit au niveau psychologique, psychanalytique, neurophysiologique, etc., que peuvent avoir aujourd'hui les professionnels et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Et voyez si, par hasard, cela n'expliquerait pas extrêmement bien, même mieux que la plupart des autres grilles de lecture, la situation mondiale actuelle. Dernière minute, alors que j'étais déjà en train de finir le montage de cette vidéo, je suis obligé comme ça de rajouter encore quelques dizaines de minutes, puisque Jean-Dominique Michel a persévéré dans ses propos sur la chaîne YouTube de Toxin, où il parle notamment de la perversion. Il confirme par là même ses propos, il nous confirme justement que ce n'est pas simplement une petite sortie de route passagère. Donc voilà, on est en train de perdre petit à petit Jean-Dominique Michel. Ça m'emmerde beaucoup parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et d'affection. Ouais, ça me contrarie, pour ne rien vous cacher. Le profil de personnalité pervers est à peu près impossible à penser pour le commun des mortels. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce que nous disait Dany Robert Dufour dans les extraits de la vidéo 80 sur la perversion. Parce qu'un pervers est dépourvu d'humanité. Voilà, c'est là où ça commence à partir en cacahuète, puisqu'on a ici une belle infra-humanisation à peine voilée. Là, pour moi, il y a confusion des genres. Tu donnes ton sentiment, tu parles depuis ton pathos. Bon, en tant que tel, j'ai rien contre l'expression du pathos des individus qui a bien le droit de vivre. Mais on n'est plus alors dans l'éthos, comme ça, que tu as d'un expert en anthropologie, et notamment en anthropologie de la santé. Je veux dire, les anthropologues ont plein de théories, mais ils savent pas vraiment. Pour moi, là, tu commences à t'exprimer hors de ton champ d'expertise, et je vais essayer de justifier cette assertion lapidaire, mais quand tu vas dans le domaine de la psychologie, eh bien, un certain nombre de tes propos sont, comment le dire poliment, discutables. Si je suis rationnel, scientifique et neutre, bon, pour autant que ce soit possible, effectivement, je vous ai déjà largement dit sur la chaîne que c'était complètement illusoire, mais peu importe, ici, c'est pas la question, et ce genre de précision n'apporte pas grand-chose. Donc, si je regarde les choses avec un regard scientifique et neutre, donc on se rend compte que l'humanité est ainsi peuplée de pervers, de psychotiques et de névrosés, hein, pour autant, là encore, qu'on ratifie ces grilles, etc. Mais tout ça sont des ergotages, puisque de fait, tu les ratifies, puisque tu emploies la notion de perversion. Là, il nous fait quasiment une définition ad hoc de l'humanité, qui confine, en fait, même totalement, à ce qu'on appelle un sophisme du véritable écossais. Hein, le sophisme du véritable écossais, c'est « Ah, les véritables écossais ont des kilts. Ah bah non, moi je connais un écossais sans kilt. Ah bah c'est que c'est pas un véritable écossais. » Vous voyez, on n'est plus dans un raisonnement, on est dans la justification d'une émotion, là. Mais en termes de rigueur intellectuelle, où est passé ton logos, Jean-Dominique? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu l'as laissé sur le bord de la route? Il fonctionne tellement bien d'habitude. On considère aujourd'hui qu'il y a 4 traits caractéristiques du profil pervers. Alors non, déjà, c'est qui on? Quand tu dis on sait qui on. Parce que si jamais on prétend faire de la psychologie, normalement, on a des sources. Alors moi, j'ai fait mes recherches, évidemment. En plus, c'est un domaine que je connais raisonnablement bien pour avoir écrit déjà un bouquin sur le sujet. Ce que tu me dis, ça m'évoque, sans que tu la cites explicitement, mais la triade noire que tu aurais un petit peu étoffée, triade noire qui a été créée par Paulus et Williams, et ensuite complétée par Buchholz vers les environs de 2013. Bon, ok, moi je veux bien, mais dans la triade noire, à aucun moment il n'est question de pervers. C'est le machiavélisme. Ils sont prêts à toutes les ruses. Et selon la formule de Racamier, pour un pervers, un mensonge réussi vaut une vérité. Donc là, tu repars sur Racamier, qui est psychanalyste. Hein, on était sur de la psychologie tout à l'heure, et là, bam, on repart sur la psychanalyse. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez bien que je n'ai aucun problème et aucune difficulté, au contraire, avec les approches pluridisciplinaires. Ça enrichit les points de vue, on peut faire des... Voilà, vraiment super. Là n'est pas mon point. Mais pour autant, il me semble que tu es là en train d'essayer de faire des espèces de synthèses contre nature en mélangeant les référentiels. L'approche pluridisciplinaire, ça n'est pas faire une espèce de gloubi-boulga infâme comme ça, fût-il satisfaisant limbiquement. Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Un quoi? Un gloubi-boulga.
tous les journalistes prêts à qui tous ont les été en même temps Macron pour rester le dans disent, il l'actualité. n'a aucune loyauté envers la parole qu'il donne, c'est juste pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ensuite, vous avez le narcissisme, il ne pense qu'à eux et les autres ne sont que des objets dans leur monde. La psychopathie, il n'y a pas d'empathie, notamment pour la souffrance qu'ils infligent aux autres. Ça aussi, c'est faux, ça aussi, c'est faux. Alors bon, pour ta décharge, c'est un des lieux communs sur la psychologie les plus répétés encore et encore. J'en parle dans mon bouquin où je donne les sources qui démontrent que cette assertion est fausse. Bouquin qui est sorti il y a 8 ans déjà. Je ne peux pas t'en vouloir de ne pas l'avoir lu, mais ça veut aussi dire que tu n'as pas fait une revue de questions suffisamment exhaustive pour être à jour de l'état de la recherche de il y a déjà 15 ans. Bon, c'est un petit peu agaçant, voilà. Moi c'est quelque chose qui m'agace parce que c'est vraiment des contre-vérités qui sont colportées sur les plateaux télé par des gens extrêmement célèbres, extrêmement diplômés, etc., et qui sont simplement pas à jour. Et finalement, le sadisme, c'est-à-dire même une jubilation d'infliger de la souffrance à autrui. Là aussi, je vais avoir besoin de sources parce que sans ça, c'est vraiment un narratif qui est trop lisse, trop parfait et qui permet vraiment, mais alors de façon exquise, d'antagoniser l'autre sans se poser plus de questions. C'est justement parce que ça permet cela que je vais être d'autant plus exigeant au niveau des sources. Et c'est tellement éloigné de notre cœur d'humanité que la plupart des gens face à un pervers n'arrivent pas à identifier la réalité de ce à quoi ils font face, parce que on accorde toujours le bénéfice du doute à l'autre. Rien n'est tout blanc ou tout noir, chacun a ses raisons, peut-être qu'il a dit ça pour... Vous voyez, on exonère la personne en question en trouvant des bonnes raisons de ne pas voir ce qui existe, et puis les pervers travaillent aussi beaucoup à mettre en échec notre intuition. Alors ça les amis, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle un vaccin cognitif. Un vaccin cognitif, c'est un propos qui prévient et qui anticipe en amont les éventuelles objections à un propos tenu. Et il va même les recadrer comme étant la preuve qu'en fait on n'est pas en état de penser avec clarté ce dont on discute. C'est une stratégie rhétorico-hypnotique absolument classique et bien étudiée par la littérature scientifique. Parfois, en outre, il est vrai que autrui n'a pas la capacité de penser certaines choses, donc il ne faut pas se dire que dès qu'il y a ce schéma, c'est forcément la preuve d'une prise de pouvoir sur autrui. Non, hein, il y a aussi des moments où on n'est pas en capacité de penser certaines choses, mais enfin, comme j'étudie ce sujet depuis une quinzaine d'années maintenant, et que je n'ai pas spécialement de traumatisme lié à cela, contrairement à toi, je pense que pas de raison que je postule mon incapacité de penser la chose, en tout cas, tant que tu nous as pas donné le moindre élément, je vais quand même partir sur l'hypothèse la plus parcimonieuse. Ici, mon rasoir d'Occam va plutôt m'inciter à penser que, comme tu as enchaîné infrahumanisation, biais d'induction, affirmation non sourcée, mélange un peu étrange entre différents référentiels ayant des épistémologies distinctes, infos périmées depuis 15 ans, je vais plutôt soutenir la thèse que tu t'exprimes simplement hors de ton domaine de compétences et d'expertise, Jean-Dominique. Ceci étant dit, voyons la suite. Sur les 4 caractéristiques du pervers, si vous voulez bien montrer en quoi ça correspond éventuellement à Emmanuel Macron. Alors déjà, la question de la journaliste de Tocsin, ici, elle est intéressante parce qu'elle contient une espèce de petit piège un petit peu discret comme ça quand on décrypte ça, puisque sa question demande en quelque sorte « Utilisez s'il vous plaît des notions hors de leur champ d'application ». Parce que je vous rappelle que ces notions qui proviennent de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, etc., leur champ d'application, normalement, c'est la relation d'aide à la personne. C'est-à-dire que nous sommes censés nous en servir en étant dans un état au service, et non pas pour créer, pour générer un bouc émissaire. Ça vous dérange pas de vous plier cet exercice? On le voit, et puis moi je l'ai identifié aussi, il a ce qu'on appelle des micro-expressions en psychologie. Ah bah ça tombe bien, figurez-vous, puisque je suis moi-même formé à ces disciplines, dis donc. Pour autant, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir vu de tels items dans la bouche ou sur le visage du président. Et je précise vraiment que je ne vote pas Emmanuel Macron et que je suis absolument hostile à sa politique, mais enfin, c'est pas pour autant que je me mette à halluciner des items non-verbaux là où ils ne sont pas. Ok, bah je vous propose, je vais faire un petit test comme ça, très simple, je vais aller faire mon Julien Pain et je vais aller vérifier la source de ces affirmations. C'est-à-dire des expressions très fugaces qui passent sur son visage, tellement vite que si on fait pas attention, on peut les rater, de jouissance quand il annonce les pires choses. Nous sommes en guerre, et là vous avez un petit rictus jubilatoire qui traverse son visage. Si vous faites un arrêt sur image, on le voit très bien, et à chaque fois qu'il évoque la souffrance que ces décisions font peser sur les autres, un autre exemple,
c'est quand il disait « Oui, c'est très dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. La situation des étudiants n'est pas facile. » Et là, vous avez ce rictus de jouissance. Ok, donc il va falloir aller vérifier les deux. Très très bien, on va regarder ça au ralenti. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose, et que c'est moi qui ai halluciné ces items non-verbaux à l'époque. Parce que sinon, ça m'inquiète. Sinon, ça veut dire que tu es en train de là nous donner dans une position d'expert, en affirmant des choses sans source, et en hallucinant, en rêvant complètement des items qui ne sont pas là, un discours qui par contre fait que tu vas obtenir le maximum de reconnaissance et de validation de la part du grand public en caressant leur pulsion grégaire dans le sens du poil. Je serais probablement très très déçu si c'était le cas. Oh. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Et ben là, Jean-Dominique, j'aimerais bien que tu me dises où sont ces fameux items de jouissance ou de sadisme ou de ce que tu veux que tu as annoncé précédemment. Je veux le nom des items. Là, j'ai rien. J'ai un ASI, un Roblo, etc. pour les puristes, oui, d'accord. Mais rien qui soit des items de jouissance. Et j'aimerais bien aussi avoir ton référentiel. Est-ce que tu es sur du fax, de la Synergo, de la Proxémie, etc. Peu importe, moi je les connais tous, donc ben voilà, envoie, à quel moment, à quel endroit, au besoin réponds-moi en vidéo, ou si tu veux me mettre un MP, etc. N'hésite pas à jargonner, il n'y a pas de problème. Où sont les items que tu as annoncés? Parce que moi je re-regarde encore ces extraits en 0.25, au ralenti, je ne vois rien de ce que tu as dit. On vote? Moi je vote et je dis bluff. Beaucoup d'interactions. Oui, mais enfin... Est-ce que... C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Là, les initiés au décodage non verbal auront probablement repéré un item particulièrement saillant dans son discours. Qui sort, qui fait la fête, qui a beaucoup d'interactions. Oui, mais enfin... Est-ce que... C'est dur. Le coin de la bouche là qui s'affaisse, c'est dans ce contexte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ce contexte, c'est un item qui soutient une narration à peu près inverse à celle que nous propose Jean-Dominique. Et bah là, pareil, je n'ai absolument pas ce que tu nous as promis, donc même question précédemment. Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les items? De quoi on parle? Moi, je n'ai, mais alors, rien du tout à me mettre sous la dent à l'endroit que tu nous as indiqué. Non, ce serait déjà pas mal, oui. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Bill Gates... Même 1 million, je prends. sont des gens qui n'ont pas de limite parce qu'ils veulent toujours plus et sans aucun scrupule à écraser des personnes ou des groupes humains impitoyablement pour être dans cette obsession du pouvoir. Oui, effectivement, c'est la fameuse logique gnostique dont je passe mon temps à vous parler sur la chaîne. Il faut collectivement que nous apprenions à les identifier, à les envoyer jouer dans le bac à sable et en veillant à ce qu'ils n'aient jamais aucun pouvoir dans aucun système hiérarchique. Et alors, Jean-Dominique, que fais-tu dans ton analyse des études qui montrent que c'est justement la place dans la position d'un système hiérarchique qui tend chez les individus à développer les traits pervers, narcissiques, psychopathiques, etc. J'en avais déjà parlé, je crois, si ma mémoire est bonne, avec Étienne Chouard il y a très très longtemps. Si on veut sortir comme ça d'une vision qui est basée uniquement sur les personnes et qui prend un petit peu de recul et commence à voir les choses de manière systémique, puisque toi-même tu évoques la systémique, mais je remarque que dans ta réflexion, tu n'en respectes pas là encore les principes. Ça sent un profil qui a tendance justement à attribuer les causes des dysfonctions aux personnes plus qu'au système justement, et qui même quand ils font de la systémique ne peuvent pas s'empêcher de tomber conformément à leur pente. Parce que par définition, ce sont eux qui créent le malheur de l'humanité. Parce que regardez, si on met hors d'état de nuire, même pacifiquement ce 4%... Ah ben voilà, là je te rejoins Jean-Dominique Michel, enfin, mais question, si ton propos c'est de mettre hors service pacifiquement, comme tu viens de le dire, est-ce nécessaire de passer par une étape où par le discours tu les désignes comme des boucs émissaires de la socioculture? Je comprends pas, pour moi c'est une stratégie infra-optimale que tu as là. Et j'ai du mal à croire que tu ne sois pas assez intelligent pour le comprendre. Donc là encore, je me rappelle de l'hypothèse que tu aurais été traumatisé par un pervers. Ça explique peut-être cela. Ou alors peut-être que tu te synchronises sur ton audience, c'est-à-dire que tu vas au niveau de ton audience, tu lui dis ce qu'elle a envie d'entendre
au niveau limbique, c'est-à-dire que oui, c'est bien Emmanuel Macron, le méchant, le bouc émissaire, etc. Tu permets ensuite à ton message d'être mieux reçu par des gens qui ont abaissé leur défense cognitive, effectivement. Peut-être que c'est ça, en fait, que tu fais, et effectivement, je vais d'ailleurs le postuler, que c'est ça que tu fais par charité épistémique. J'ai bien envie de croire ça, j'ai bien envie de croire que c'est ce que tu fais, Jean-Dominique Michel, même si j'ai quand même un doute au niveau vraiment rationnel, puisque le fait que t'enchaînes autant de contre-vérités et de sophismes à la suite ne me semble pas du tout nécessaire dans une stratégie de communication visant simplement à se synchroniser avant d'emmener les gens là où tu veux. Bon, outre le fait que moi c'est pas mes valeurs et que je préfère dire une forme de vérité crue, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas les mêmes valeurs là-dessus et que pour toi la fin justifie les moyens et que tu fasses preuve de plus d'utilitarisme que moi dans ta communication. Ça ne me gêne pas forcément, en tout cas je peux me relier à ça et le comprendre. Écoute, moi je vais me faire le cadeau de penser que c'est ça que tu fais, voilà, je vais offrir à mon petit enfant intérieur quelque part, en gardant un petit niveau d'attention sur le fait que peut-être je me mens à moi-même. Donc je vais choisir en toute connaissance de cause, en toute conscience, en me disant que peut-être je suis en train de me mentir à moi-même, mais je vais me faire le cadeau de continuer à croire dans le Jean-Dominique Michel de mes rêves. Et si c'est bien cela, alors effectivement, peut-être que nous nous rejoignons, mais je me demande quand même pourquoi tu as été obligé d'enchaîner comme ça autant de contre-vérités sur le plan de la psychologie, si c'est simplement une astuce de com'. À mon avis, je suis en train de me mentir à moi-même pour conserver la sympathie que j'ai pour toi. Alors vraiment, je n'exclus pas de n'avoir absolument rien compris à ton message, Jean-Dominique, mais ça m'étonne tout de même, puisque j'ai quand même une formation qui est sensiblement similaire à la tienne, même si je m'y connais plus en psycho et probablement toi plus en anthropo, mais enfin, on est quand même dans un faisceau de sciences humaines et de parcours de vie qui semble... En tout cas, moi, je reconnais un confrère quand je t'écoute, et c'est pour ça que je t'ai toujours écouté avec plaisir, vraiment. Donc peut-être j'ai pas compris, d'ailleurs je trouve que la fin de ton exposé, entre guillemets, rachète un petit peu le reste. Et qu'on laisse le 96% de la population qui est fondamentalement bien intentionnée par rapport aux autres, je pense que cette terre pourrait d'ores et déjà être un jardin. Bref, j'ai trouvé intéressant de vous montrer, de vous partager des éléments de ma propre dissonance cognitive face au discours de Jean-Dominique Michel. Et puis j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, comme une espèce de douce mise en abîme, de vous montrer l'impact qu'avaient sur moi les conséquences de son discours, de ses approximations, pour ne pas parler de mensonges. C'est intéressant parce que quelque part ça entraîne sur moi exactement les mêmes conséquences que le discours pervers qu'il décrit. Comme dirait, là encore, Thomas Satz, il n'y a pas de psychologie, il n'y a que des biographies et des autobiographies. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui auront la délicate attention de mettre un petit pouce vers le haut, puisque vous le savez, ça aide la chaîne pour le référencement, évidemment. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui sont abonnés mais ne reçoivent pas les notifications, il faut activer la petite cloche, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos remarques en commentaire. Vous savez, j'essaye de répondre à tout le monde dans la limite de mon temps libre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou sur X, je vous mets les liens dans la description. Merci aux tipeurs d'être encore et toujours là. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je produis de plus en plus de vidéos. Vous avez quasiment une vidéo par semaine, même si je ne m'engage pas contractuellement à ça. Dans les faits, c'est quand même ce qui se passe. Avec des contenus longs, parfois de plus d'1 heure, des interviews, etc. C'est beaucoup de travail. Je me désole de constater que les dons sur Tipeee n'ont absolument pas augmenté par rapport à l'époque. Je sais que c'est la crise, que certaines personnes n'en ont pas les moyens. Dans ce cas-là, merci de me soutenir avec des pouces et avec des partages sur les réseaux. Pour ceux qui en ont les moyens, écoutez, n'hésitez pas, ça m'encouragera et ça m'invitera à persévérer dans mon être, comme dirait l'autre. Et quant à moi, je vous laisse avec une citation de l'évangile de Thomas. Ne devenez pas des cadavres si vous ne voulez pas être mangés. Salut Internet! Mais dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords. Car personne ne se rendra compte qu'il est le 1000000e maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale.
mais à tous les maillons de la chaîne. On a rendu l'obéissance confortable.